Messieurs, merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision 10-12 le Zénith, le talk show entre 10h et 12h qui vous permet de rester connecté avec l'actualité, l'information qui gravite au Cameroun et dans le monde. Et on va aller saluer la grande équipe qui est avec nous au complet ce matin. Je vous le disais, vous verrez un visage qui n'est pas nouveau, qui est là. Juste le temps d'une édition, on l'entendra. Commençons avec vous, Chalamel Bachou. Bonjour et bienvenue. De la clinique Marie-O pour l'hôpital à Quintini, on apprend qu'ils sont décédés pour défaut d'oxygène, notamment le nommé Mabingo et un autre dont le garde malade serait King Yves. Que s'est-il passé? A-t-on pris les mesures ou s'est-on rassuré que l'hôpital La Quintini devrait être au standing de Marie-O avant d'orienter les différents patients? À l'heure actuelle, les familles sont aux abois. C'est des plaintes, c'est des accusations, c'est des envies de bagarre, c'est la pression désormais des huissiers de justice qui sont là pour constater. C'est un scandale aujourd'hui dans la République. C'est un scandale qui touche le ministère de la Santé. C'est un scandale qui est directement lié au ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi. Comprendre ce qui s'est passé réellement entre hier et ce matin à l'hôpital à Quintini, on en parlera dans cette émission. Donald Brice Kamga, vous prenez ce matin la place de Mbombo Bengan, le temps d'une édition. Bonjour et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Ravi d'être sur plateau avec vous ce matin. Et vous parlez de scandale tout à l'heure. Il y en a un à l'hôpital central de Yaoundé où 4 bébés sont décédés. C'était avant-hier. Le ministre de la Santé publique évite de parler de scandale. Eh bien, monsieur le ministre, c'est un scandale. Vous qui êtes très apprécié de l'opinion publique, vous avez raqué le col sur ce coup-là parce qu'effectivement, c'est un scandale. L'hôpital central de Yaoundé n'a que 4 couveuses pour 2000 accouchements, pour 4000 accouchements par an, donc 5% de prématurés. Eh bien, un hôpital de référence comme celui-là, eh bien, qui n'a que 4 couveuses, c'est un scandale, monsieur le ministre. Il faut très vite vous réajuster sur ce coup-là. Jouant au téléphone, nous avons tenté d'en parler avec le directeur de l'hôpital central il y a 2 jours, qui nous a dit « Monsieur, vous êtes journaliste, menez votre propre enquête et vous ferez effectivement une idée de ce qui se passe de ce côté. » L'information, c'est que 4 enfants sont décédés à l'hôpital central. Il n'y a pas autre chose à savoir. Pour défaut de couveuse, l'hôpital central n'a que 4 couveuses pour 4000 accouchements par an, donc 5% de prématurés. La maman s'appelle Nsama, elle a 21 ans. Évidemment, elle n'a fait que 2 visites prénatales. À un certain niveau, sa responsabilité est engagée, mais davantage la responsabilité de l'État qui, justement, ne met pas assez de couveuses à la disposition des formations sanitaires, notamment publiques. Un gros scandale dans le domaine de la santé. On en reparlera, madame, monsieur. Merci de rester avec nous et surtout d'accueillir Karine Sontia. Bonjour, Karine. Bonjour, Michel Gachou. Bonjour aussi aux téléspectateurs. Dites-vous seulement que si vous avez, parents, refusé d'acheter les masques SICAM, vous allez en acheter pour vos enfants. Et oui, ce sera obligatoire pour chaque élève d'en acheter au moins 2 dans les établissements scolaires dès la rentrée du 1er juin prochain. Finalement, les masques de la SICAM ont trouvé preneur. Les masques de la SICAM ont trouvé preneur, peut-être, mais surtout imposés par les enfants des écoles. Est-ce que les parents laisseront vraiment leurs enfants rentrer à l'école à partir du 1er juin? Première question. Deuxième question. N'est-ce pas un plan bien ficelé pour écouler le matériel qui semble écumer les magasins de SICAM aujourd'hui? On en reparlera, Charlemagne, on en reparlera, Karine. Allons tout de suite accueillir Dominique Audrey Oyengelek. Dominique, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Par rapport au sujet évoqué par Karine Sontia ce matin, la question est de savoir, on exige des élèves qu'ils aient des masques ou on exige qu'ils aient des masques de SICAM? Si impérativement nos jeunes frères, nos élèves doivent avoir des masques, alors chaque parent pourra acheter un masque où il veut. Les enfants ont déjà des masques? Impérativement, voilà, les enfants ont déjà des masques. Donc, exiger que nos enfants viennent à l'école avec des masques de chez eux. Quand j'ai dit ça ce matin, j'aimerais saluer un homme, Monsieur Maïgari
Bangawa Christophe. Oui, c'est l'un des rares hommes dans le Cameroun. Que le Cameroun porte un homme courageux qui, au-delà de son appartenance politique, met en avant l'humain en favorisant la protection des mototaximans et une certaine couche de la population de Mbé. Donc, je crois que tout le monde devrait faire preuve d'humanité en acceptant ou en accompagnant cet homme-là, même si on est tous d'accord que certainement il subira des sanctions pour ce qu'on pourrait appeler cet outrage, disons ça comme ça. Peut-être dans sa famille politique. Oui, malheureusement. Allez, avec vous, rapidement, Dominique Audrey, qu'est-ce que vous nous servez ce matin dans le cadre de l'histoire du jour? Je vous sers l'histoire d'une jeune femme qui pose la question à Monsieur Mbachou, du moins aux hommes sur le plateau. Elle dit que ça fait 10 ans qu'elle est dans une relation, tout allait bien au départ de cette histoire, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de leur premier enfant. Elle raconte que lorsqu'elle annonce à son homme qu'elle est enceinte, celui-ci a arrêté d'éprouver une attirance physique pour elle. Je vais m'exprimer comme ça, jusqu'à la période de l'accouchement. Et même après l'accouchement, après toutes les tentatives d'avoir une intimité avec son mari, celui-ci trouvait toujours des excuses et elle se retrouvait jusqu'à attendre 6 mois parce que celui-là disait que ce n'est que bon, on pourra reprendre après 6 mois. Le cycle s'est répété jusqu'au 2e accouchement et lorsqu'elle essaie de le confronter à cette situation, celui-ci lui dit « Vraiment ma chérie, comprends que je suis très pris, ma tête n'est pas là, mes affaires ne marchent pas, je n'ai pas d'argent, mes business ne fonctionnent pas, donc vraiment tu ne devrais pas attendre de moi que j'ai cette réaction biologique. » Donc malgré toutes ces tentatives, son mari est resté indifférent. Elle raconte qu'elle lui a même dit que ce silence, cet abandon, cette indifférence pourrait mettre en péril notre relation, mais celui-ci lui a demandé de comprendre. Le problème de la dame, c'est que elle dit qu'en fouillant le téléphone de son mari, elle s'est rendue compte que celui-ci avait des relations avec d'autres femmes et que durant les échanges, il arrivait même que son mari commande de l'intimité avec ces femmes-là. Comment donc se comporter lorsque son homme décide de rester indifférent? Est-ce que c'est à cause des grossesses que cet homme-là elle n'est plus attirante pour lui? Et comment pallier à ce manque-là? Parce qu'elle est en manque. Elle pose la question aux hommes. Est-ce que les hommes ont la réponse à ces questions? Certainement. En tout cas, peut-être les dames aussi qui sont venues sur le plateau, parmi vous, Dominique Audrey, vous saurez lui donner quelques conseils pour... Oui, certainement. Oui, certainement. Allez, on va bien commencer ce matin. Charles Mbachou, elle souffre du manque d'affection de son homme. Elle veut voir son homme. Elle veut sentir son homme. Et quand même, pour avoir traversé un moment de vie ensemble, il y a comme une distance qui se crée. Et elle a tout, elle donne tout certainement à l'homme qui ne voit pas visiblement, mais voit mieux ailleurs. Monsieur Michel Ngachou, vraiment, quand on pose souvent ces genres de situations, ça fait réfléchir énormément. Au lieu qu'elle se préoccupe véritablement de cet enfant à venir, au lieu qu'elle se préoccupe de la préparation de la venue, la conception, comment est-ce que cet œuf va devenir un être humain, elle s'arrête à des considérations, pour moi je dis vénales. La sexualité, fouiller le téléphone de son mari, se rassurer que son mari entretient des relations. Maintenant qu'elle sait ça, ça lui a donné quoi? Les femmes aiment se triturer les méninges pour rien. Elles aiment fouiller ce dont elles n'ont pas besoin. Les questions fondamentales lorsqu'une femme est enceinte, est-ce que le bébé là sera normal? Est-ce qu'il aura ce qui est en train de pousser, cette vie qui est dans mon ventre, là, ces changements? Il y a des questions. C'est là où elle doit amener, discuter avec son mari, causer avec son mari. C'est vrai qu'il y a des assertions populaires qui souhaiteraient que lorsque une femme est enceinte, il faudrait fortifier, il faudrait... On dit tellement de choses que je dirais moi à cette femme tout simplement que là, à ce niveau, la femme doit être honorée. L'homme intervient à partir du 3e mois chez les Bantous. C'est à partir du 3e mois que l'homme intervient pour se rassurer. Est-ce que les proportions du ventre,
le ventre est allé. L'appétit, parce que les premiers mois, la femme n'a pas d'appétit. Les premiers mois, c'est les nausées. Les premiers mois, c'est des malaises. Il y a tellement de choses qui accompagnent les 3 premiers mois. Au 3e mois, l'homme se rapproche de sa femme pour se rassurer. Est-ce que ce qui est dans le ventre, c'est le mien? À travers la salive qu'on met dans le nombril de la femme, à travers un ensemble de rituels, parler à l'enfant, discuter à l'enfant. Parce que c'est à partir du 3e mois que l'enfant ressemble définitivement, prend la forme soit du père, soit de la mère. Donc il faut que le père soit présent à cette période, quel que soit ce qu'il a à faire, en discutant. C'est là où vous allez vous rendre compte qu'au 3e mois, si vous frappez sur tous les moteurs de recherche, on dira à la femme, il faut aller dans les jardins de fleurs, il faut aller dans des lieux vraiment exotiques, il faut aller se balader. Non, chez les Bantous, c'est la période où l'homme est près de la femme. Il est près de la femme jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, il envoie la femme. Il envoie la femme chez sa maman. Il peut envoyer la femme chez sa belle-mère. Il peut envoyer la femme chez sa propre maman pour qu'il y ait un suivi. Maintenant, ça devient délicat. Est-ce que là, la grossesse, l'enfant ne s'est pas attaché le placenta sur la tête? Est-ce que l'enfant... Donc, là, c'est les mamans maintenant qui prennent le second relais. Mais la phase où l'homme intervient, c'est celle de 3 à 6 mois. Maintenant, elle se plaint. Je pense que l'homme lui a dit, attends 6 mois. Attends la période de 6 mois. Je pense que c'est un vrai bantou. C'est vrai aussi que la femme... Elle a des volontés, vous savez, quand vous revez à 2 heures, va acheter le piment, va acheter, ça peut être une envie, mais il faudrait de grâce que les femmes contrôlent véritablement ces envies et préparent, parce que l'homme parfois, je parle maintenant pour les occidentalisés, l'homme parfois n'est pas préparé au changement de morphologie. La morphologie de la femme, la poitrine qui se galbe davantage, qui prend de volume, des petites coulées de lait. À des moments, il y a des hommes qui ne supportent pas. Pour les hommes qui aiment bien pratiquer ce que les bébés font, ils ne supportent pas. Vous avez un ventre qui est de plus en plus arrondi. Donc vous voyez, il y a des dispositions. Vous avez des hommes qui savent que ma femme, elle est toujours mince, elle est toujours raffinée. Je ne peux pas aller au-delà. En 30 secondes, Chalamel, il faut quoi? Il faut négocier, il faut se repeaufiner, il faut se retrouver. Comment on peut régler ça s'il y a des disproportions chez l'homme à un moment donné pour des éléments que vous venez de citer? La femme négocie avec son mari. C'est la femme qui négocie, qui se réapproprie son mari. Ouais. Comment les femmes le font généralement? C'est dans la chambre, des mini-tenues sexy. Imagine-moi que j'ai pris du poids. Avec le gros ventre quand même? Non, oui, imagine-moi que j'ai pris du poids. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu généralement, mais chez les Bantous, au vu de la multiplicité des femmes qu'il y avait, je vous l'ai dit, dans le rituel Bantou, c'est au 3e mois que l'homme se rapprochait de la femme pour être sûr que ce que la femme porte est le sien. Jusqu'au 6e mois, il avait d'autres femmes pour s'occuper. Donald Brice Kamga, lorsqu'on écoute l'histoire de cette femme, qu'est-ce que ça vous inspire ce matin? Comment peut-on l'amener à retrouver le sentiment qui semble être éloigné d'elle, c'est-à-dire celui de son homme? Il y a lieu de créer dans la mesure possible un certain rapprochement pour la rassurer de ce que son homme, c'est son homme jusqu'ici. Oui, il y a au-delà du sevrage sans explication, j'emprunte là au registre de la maternité, au-delà de ce sevrage dont souffre la femme, moi j'observe qu'il y a un soupçon d'infidélité. La femme a l'impression que l'homme n'est plus à ses côtés, que l'homme cherche ailleurs. Étant donné qu'elle a fouillé le téléphone, il faut bien comprendre. Absolument, elle a vu des messages et tout. On peut ouvrir un débat sur s'il faut fouiller ou pas, mais elle a fouillé. Et les faits sont là, à savoir que l'homme demande des faveurs à d'autres femmes. Je pense que le soupçon d'infidélité est là, et ça, c'est un problème. Maintenant, ce sevrage sans explication, l'histoire ne nous dit pas que c'est parce que elle a accouché que l'homme n'a plus envie d'elle, mais de toutes les façons, de façon classique, on sait que lorsqu'une femme est enceinte, lorsqu'elle accouche, la morphologie change, un certain nombre de choses changent, il y a des habitudes qui changent pour cette période-là. Peut-être que l'homme n'a pas été préparé à cela, peut-être que il y a des comportements nouveaux auxquels il n'est pas habitué et donc pense qu'il y a une alternative qui soit meilleure que sa femme, sa femme légitime. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour aller voir ailleurs? Je pense que
il y a nécessité de dialogue dans ce couple, parce que s'il n'y a pas de dialogue, évidemment que ce couple va l'envriller. C'est quand même 10 ans de vie commune, je ne sais pas combien d'enfants est-ce qu'ils ont déjà. 2 enfants me signale Audrey. Je pense qu'il y a une nécessité de dialogue. De toutes les façons, les relations que l'homme aurait contractées pendant cette période sont susceptibles de nuire à sa relation légitime. Il y a urgence d'instaurer le dialogue, surtout pour que la femme doit être rassurée, parce que si elle n'est pas rassurée, elle a l'impression que c'est une relation qui peut du jour au lendemain voler en éclats. Est-ce que la femme, pour revenir à l'élément qui peut être gênant, vous parlez tout à l'heure de soupçons, d'infidélité, peut-être ça peut faire l'objet de notre sujet plus tard. Mais est-ce que la femme doit fouiller le téléphone de son homme? Est-ce que la femme a le droit de poser la main sur le téléphone de son homme? Il n'y a pas de règle universelle en la matière. Je suis réaliste, il n'y a pas de règle universelle. Il y a des personnes qui sont extrêmement jalouses, des personnes qui sont indifférentes. Ça dépend des tempéraments, des habitudes, des comportements, des principes des gens. Il y en a qui vous diront que non, ça ne sert à rien de fouiller le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe. Vraiment, ça apportera des problèmes, ça créera des désaccords. Il y en a aussi qui sont extrêmement jaloux ou jalouses, qui souhaitent savoir s'il y a des relations, des discussions coupables avec X ou Y. Il n'y a pas de règle universelle en la matière. Le plus important dans une relation, me semble-t-il, c'est le climat de confiance qui doit régner entre les deux. Lorsque ce climat de confiance est dégradé de quelque façon que ce soit, la relation en prend un coup. Karine Sontia, cette femme aujourd'hui a besoin d'intimité, elle veut se retrouver, elle veut sentir son homme, mais elle prend le risque quand même d'aller fouiller dans son téléphone et de voir ce qu'il ne fallait pas voir. Est-ce que c'est pas ce qui la tue aujourd'hui? Même pas, parce que ce n'est pas le problème fondamental. Elle vous a dit que c'est le fait d'avoir lu les messages là qui la dérange. C'est le fait de ne pas avoir d'intimité avec... L'homme s'éloigne. Le problème, c'est l'intimité avec son homme. Point. C'est ça le problème. Tout ce que vous voulez ajouter, c'est des superflus. Parce qu'au final, qu'elle manipule le défaut, qu'elle ne manipule pas, il était déjà distant d'elle. C'est ça le problème. Maintenant... Mais il a réussi à faire l'enfant. Si vous voulez... 2 à 3 fois par mois. En 10 ans de mariage, ils ont combien? 2 enfants. Vous qui nous dites sur ce plateau que homme n'est riche que d'homme. Parlons bien des choses ce matin. L'histoire de ce jour nous révèle quand même que le fait de dormir en position sexuelle avec son mari ne concerne que les femmes. Et dans les couples, si votre mari vous tourne le dos et que vous suppliez, il refuse, retournez votre dos et dormez. Désormais, si votre mari a besoin de vous dans la nuit, refusez et dormez. Vous savez quoi? Lorsqu'une femme est enceinte, ses hormones se multiplient et deviennent encore parfois plus agressives. Du coup, quand elle a besoin de son homme, c'est vraiment vrai. Donc, c'est pas genre, s'il refuse même, ça va passer. C'est pas comme ça. C'est pour ça que quand une femme est enceinte, ses envies sont à l'extrême. Du coup, quand vous présentez même ce dont elle a envie, elle vous dit qu'elle ne veut plus. Les envies des femmes enceintes sont à l'extrême. Une femme ne peut pas être enceinte et vous lui dites que non, vous ne pouvez pas toucher. Je peux comprendre, hein, parce qu'il y a des hommes qui, lorsque les femmes sont enceintes, éprouvent un peu de dégoût par rapport à l'acte sexuel. Il y en a qui ont peur parfois de vivre les symptômes de la grossesse, parce qu'il y a des hommes qui, dans le couple, vivent plutôt les symptômes de la grossesse que les femmes. C'est-à-dire c'est lui qui vomit, c'est lui qui a des crachats à tout moment. Mais dans l'histoire de ce matin, elle vous dit que dès qu'elle tombe enceinte, il fuit. Et depuis qu'elle a accouché, il est resté là où il était parti. Maintenant, il supplie les femmes pour... J'aimerais un peu voir sa tête lorsqu'il est en train de supplier cette femme. Vraiment, chérie, ne m'abandonne pas. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui l'amène dehors? Voilà. Qu'est-ce qui l'amène dehors? Oui, parce que s'il supplie... Laissez-moi y arriver. Laissez-moi y arriver. Ne me coupez pas seulement. Laissez-moi y arriver. J'ai envie de dire à cette femme que elle a fini par trouver ce qui fait en sorte que son mari aille dehors. Du coup, toutes les explications ou les conseils que j'aurais pu donner, genre prépare-toi, fais ci, fais ça, vraiment, ça reste un peu limite. Ouais. Encore que dans un couple, lorsqu'une femme est enceinte, elle a tellement besoin que son mari soit prêt, même s'il n'y aura rien de manière sexuelle, il faut qu'il soit là. À renvoyer sa femme au village, c'est comme si vous voulez vous déresponsabiliser. Vous devez vivre tous les symptômes. C'est-à-dire qu'elle doit vous réveiller à minuit, c'est vous le père de l'enfant. Elle doit vous réveiller à 5 heures, c'est vous le père de l'enfant.
Vous voulez passer quel temps avec votre enfant si vous envoyez votre femme chez votre mère? Et aussi, elle nous raconte que à chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle a 2 accouchements. Et quand elle tombe enceinte, son mari fuit. Son mari fuit. Au départ, à la première grossesse, je pouvais comprendre en disant qu'il n'était pas préparé. Tout le monde ne sait pas comment se comporter lorsque la femme tombe enceinte. Mais maintenant, à la 2e grossesse, il a continué à faire ça. Et ils peuvent maintenant passer la nuit ensemble, peut-être 3 fois le mois. Il se met à l'aise, lui, et il l'abandonne comme ça. Il ne la gère pas. C'est égoïste. Il est même égocentrique. Il ne pense qu'à lui. Et je pense que cette femme, peut-être qu'elle pourra utiliser les astuces pour pouvoir le ramener à lui. Mais je pense aussi que ça dépendra de comment est-ce qu'ils vont mener le dialogue. Très bien. Parce que juste pour chuter, généralement, quand les femmes mettent au monde leurs enfants, elles abandonnent leur physique. Elles abandonnent leur physionomie. Et du coup, les mutations sur leur corps peuvent les rendre moins attirantes. Mais quand un homme sait que c'est son enfant qui est sorti du ventre là, il oublie tout ça. En tout cas, les vrais. En tout cas, on en reparlera. Donnons la possibilité à Dominique Audrey de nous laisser son point de vue sur la question et de nous faire son analyse quand même. Dominique Audrey. Monsieur? Votre analyse de cette histoire du jour, il faut trouver une solution. Que préconisez-vous? Je suis vraiment triste, Monsieur Ngachoupa, pour cette femme parce qu'elle, comme plusieurs autres femmes, au Cameroun notamment, passe par ce genre de situation. On a beau dire, lorsque vous attendez un homme, parfumez-vous, soyez sexy, assouvissez les fantasmes, coiffez-vous, maquillez-vous, apprêtez à manger avant qu'il ne rentre du travail, gna 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 gna. Mais la plupart du temps, lorsqu'on le fait, les femmes sont heurtées à des hommes qui sont insensibles et restent impassibles par rapport à tout ce que ces femmes-là font. Aujourd'hui, on a la situation d'une femme qui, malheureusement, subit l'ignorance d'un homme. Il ne se rend pas compte que avoir une femme qui accepte de vous prêter son corps pour donner la vie à votre enfant, cette femme mérite amplement du respect. Aujourd'hui, on tapera sur ses doigts en disant qu'elle a fouillé dans le téléphone, mais fouiller dans le téléphone n'est que la conséquence de l'indifférence de son homme. Je le dis tous les jours, lorsqu'une femme commence à fouiller un homme, c'est simplement parce que l'homme plus haut, lui a donné des raisons de s'inquiéter. Si vous rentrez normalement chez vous, si vous mangez normalement, très sérieuse, comme une crise cardiaque, lorsque vous rentrez chez vous, vous mangez normalement, vous êtes un bon mari, rassurez-vous, vous serez peut-être infidèle, mais votre femme ne se rendra pas compte. Les hommes, généralement, pensent être intelligents, mais lorsque vous commencez à tromper votre femme, rassurez-vous, elle le sait. Elle le sent, de par la façon dont vous agissez. Et voilà un homme qui n'a pas pu masquer sa double vie, malheureusement. À cette femme, moi je ne suis pas pour qu'on quitte les maris si on n'en a pas envie, mais qu'elle arrête de supplier. Un homme qui trompe sa femme simplement parce qu'elle est enceinte, simplement parce qu'elle vient d'accoucher, d'autres diront que c'est parce que ses voies génitales se sont élargies, c'est trop fallacieux parce que justement il y a un certain nombre d'astuces qu'on utilise qui resserrent cet appareil génital-là. Donc, c'est une excuse trop facilement trouvée. Un homme qui aime sa femme, qui aime son enfant, trouvera des moyens personnels d'assouvir ses envies sans forcément aller les tromper. Donc, les personnes qui vont prôner l'infidélité de l'homme simplement parce que la femme a accouché ou bien simplement parce qu'ils sont d'une certaine idéologie, je suis désolée, vous n'aimez pas vos femmes et vous n'êtes pas des hommes parce que vous n'êtes pas capable d'assumer que vous faites des erreurs. Donc, à cette femme, comme elle a décidé de rester tranquille, moi je lui dirais, madame, dites à votre mari que vous savez qu'il entretient des relations avec d'autres femmes. C'est ça aussi être l'honnêteté dans le couple. Ça changerait quoi? Ça ne changerait quoi? Excusez-moi. Est-ce que vous avez une femme non, monsieur, excusez-moi, permettez-moi de parler. Non, monsieur Ngachou, vous ne pouvez pas lui permettre de parler dans mon temps. Allons-y. Non. Finissez. Quand on est en couple avec quelqu'un et qu'on se rend compte que la personne en face nous ment, nous a trahis, il est important de le lui dire, au lieu de rester tranquille dans son coin, de ne pas dormir la nuit
en ruminant ce que la personne vous a fait. Soyez honnête, dites-le lui. Mon cher mari, je sais que tu me trompes avec telle femme, j'ai fouillé ton téléphone et je me suis rendu compte de ceci. Et maintenant, rassure-toi, moi je ne vais plus t'imposer quoi que ce soit. Oui, mais madame, permettez-moi, je vous relance. À vous entendre parler là, justement, sur la question du téléphone à fouiller. Oui. C'est pas parce que je suis un homme que je le dis, mais il ne faut pas non plus que celle qui nous regarde ait le sentiment que c'est une attitude à valider. Que non. Monsieur, il y en a qui vont tout de suite avoir le sentiment que qu'il y ait problème ou pas, qu'il y ait rapprochement ou pas, il faut absolument fouiller dans le téléphone de son homme. Vous ne vous attirez que de la reine et comment dire, des ennuis en permanence pour vous-même quand même. Monsieur Ngachou, oui. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que je dis ici, je le pense. Je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Et les personnes qui m'écoutent ici depuis le départ savent que moi, je suis pour qu'on fouille le téléphone. Si on est en couple avec quelqu'un, je suis pour. Si on est en couple avec quelqu'un, si on décide de se mettre avec une femme, on n'a pas de secret à avoir avec cette femme-là. Le minimum, je le dis, le respect, voudrait que si vous entreteniez des relations ou bien des relations avec d'autres femmes, par respect pour la femme avec qui vous partagez votre couche, vous effacez ce genre de messages qui pourraient prêter à équivoque. Si je suis avec vous, je ne sais pas pour quelle raison il y aura un mot de passe sur votre téléphone. Je ne sais pas pour quelle raison vous aurez des choses à cacher. Donc, si vous estimez qu'il y a un problème à fouiller le téléphone de son conjoint, ça veut dire que vous êtes coupable de quelque chose. D'accord. Maintenant, pour revenir à la situation, à l'histoire véritablement, vous avez dit que vous n'êtes pas de celles qui conseillent les femmes à quitter leur mari. Oui. Alors, il faut quand même trouver une solution pour cette femme. Qu'elle lui dise qu'elle est au courant, qu'il refuse d'avoir des relations avec elle parce qu'il entretient des relations avec d'autres personnes. Et maintenant, si cet homme est un homme, il va lui donner les raisons pour lesquelles. Si c'est simplement parce qu'il pense qu'elle sera très large, bah, il y a des méthodes pour que ça se resserre, tout le monde le sait. Merci. Donc il y a des méthodes et il y a des exercices. Donc qu'elle parle honnêtement avec cet homme-là. Donald Briskamga, Moi, je suis là, en 30 secondes parce qu'on est tenu par autant. D'accord. Moi, je suis d'abord sur la question du téléphone. Je répète, ce n'est pas un théorème de Pythagore, la question du téléphone. Il y a des gens qui sont d'accord qu'il faut fouiller et d'autres qui pensent que ça ne vaut pas la peine. Je dis le plus important, c'est est-ce qu'il y a la confiance? Oui, on avance. Deuxième chose, je suis satisfait que les femmes reconnaissent sur ce plateau que lorsqu'une femme est enceinte, lorsqu'elle accouche, il y a des changements au plan morphologique, au plan du comportement. Pourquoi ne pas comprendre que lorsqu'il y a changement de comportement, de morphologie, qu'il y a un changement également de regard de la part de l'homme? C'est un peu comme si vous dites, je fais la connaissance d'une fille qui est très propre, très méticuleuse sous son habillement, toujours bien vêtue, vraiment qui règle tous les détails, comme sur du papier à musique, et du coup, le jour où elle accouche, elle devient subitement sale et vous dites que je garde la même attitude, le même regard sur elle. Ce n'est pas possible. Vous en parlez? L'amour est comme une fleur qu'il faut arroser chaque jour. Et il faut... Les deux, évidemment. Vous en parlez? Les deux. Et dans ce cas-ci, pour l'histoire du jour, il est bien question de la femme. On est d'accord dessus. La morphologie a changé, les attitudes ont changé. Il est compréhensible que l'homme ait une nouvelle attitude, un nouveau regard sur elle. C'est à elle de le ramener. Évidemment, les deux doivent se parler. J'ai réitéré l'importance, la nécessité d'instaurer rapidement le dialogue dans ce couple. Bon, je me rends compte que Karine veut absolument rebondir, mais on va se permettre, Karine. On le fera au courant de l'émission. Mais on va, madame, monsieur, tout de suite aller voir ce que Charlamel Mbachou nous propose ce matin dans l'espace-temps consacré à la colère. Et la colère de jour a signé Charlamel Mbachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la pharmacopée traditionnelle. Quelle est la place de la pharmacopée traditionnelle dans la vie des Camerounais? Comment comprendre que les Camerounais se sont éloignés de la pratique traditionnelle, ou mieux des pratiques traditionnelles? Comment comprendre qu'à la moindre crise, on se retourne davantage vers la médecine conventionnelle? Est-ce dire que la médecine traditionnelle, mieux la pharmacopée, a échoué?
Quelle est la place de la médecine traditionnelle au sein des réalités gouvernementales? Existe-t-il des débats portant sur la question, l'introduction de la pharmacopée traditionnelle comme médecine proche de la médecine conventionnelle? Point d'interrogation. À quoi sert ce papier appelé certificat délivré par le ministère de la Santé publique aux tradis praticiens? Qu'est-ce qui explique le fait que l'avant-projet de loi annoncé plusieurs fois à l'Assemblée nationale pour la réglementation de ce secteur ne soit jamais arrivé? Comment comprendre cette propension qu'a la médecine moderne sur la médecine traditionnelle? Pourtant, la médecine traditionnelle est précurseur de la médecine moderne. D'ailleurs, peut-on comparer ces deux types de pratiques lorsque l'on sait que l'une est la mère de l'autre? Comment comprendre qu'à ce jour, la pharmacopée traditionnelle soit reléguée pour ce qui est de l'Afrique centrale au second plan, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, où à côté de chaque pharmacie moderne se trouve une pharmacie traditionnelle? Vous avez le choix. Comment comprendre qu'il a ce jour difficile de savoir qui est qui dans cette affaire de naturopathie traditionnelle? Parce que justement, on trouve de tout. Les vendeurs de décoctions et d'écorces installés en bordure de route, le charlatan du fond du quartier qui en même temps fait de la voyance, le naturopathe qui se prend très au sérieux au point de se faire appeler docteur. À cela s'ajoutent ces nombreux hommes et femmes dépositaires du secret des plantes médicinales qui, au fond des villages et des quartiers, soulagent les maux sans grande publicité. Nous avons à côté d'eux ceux-là qui sont dans les bus, les agences de voyage qui, durant un trajet, vous présentent une panoplie de médicaments sans aucune certification. Comment comprendre ces déclarations du docteur Félix Simofotso, chef service de médecine traditionnelle au ministère de la Santé, qui avait affirmé à son temps que cet avant-projet de loi se trouve à la présidence de la République bloqué par le fait qu'il existe une pléthore de tradis praticiens impossibles à identifier parce que la réglementation n'est pas encore applicable. Pendant ce temps, nous avons de tout dans les marchés. Pendant ce temps, nous avons de tout dans les quartiers. On consomme tout à la fin avec des intoxications. Pourquoi ne pas procéder à un listing, à la création d'une école de formation pour respecter les usages traditionnels? Comment comprendre cette guerre qui oppose la médecine traditionnelle au naturel à la médecine conventionnelle? Comment comprendre le fait que les guérisseurs traditionnels ne soient pas intégrés dans le système de santé national, comme ce fut le cas du côté de l'Afrique de l'Ouest, où après le bureau du médecin conventionnel, vous avez le bureau du médecin traditionnel. Ils s'assistent dans une complémentarité totale. Comment comprendre le fait pour les associations des tradis praticiens de santé de subir un manque de visibilité et de soutien de la part du gouvernement camerounais qui ne fait pas chemin ensemble? Cas du Covid. Comment comprendre le fait que l'État ait créé de grands hôpitaux modernes où des médecins y officient sans jamais penser permettre un regroupement, ne serait-ce qu'en gic, grandeur nature, de ceux qui soignent par les plantes? Comment comprendre que dans ce pays, la plupart des tradis praticiens ont des entreprises ambulantes, les marchés où ils écument avec des haut-parleurs, criant à tue-tête leurs vertus, les bienfaits qu'ils apportent? Finalement, la santé, la pharmacopée traditionnelle, où la place-t-on dans un pays où nous avons un prêtre qui se retrouve à soigner avec à son actif 500. Nous avons à côté des tradis praticiens qui disent avoir soigné 200, mais qui jusqu'à ce jour, après le passage du directeur de la pharmacie du ministère de la Santé, ne reçoivent rien, même pas une convocation, encore moins une félicitation pour le travail abattu. Décidément, faudrait-il oublier la pharmacopée traditionnelle? La question, je vous la pose.
La question, vous nous la posez en même temps et des réponses nous seront données sur ce plateau, y compris celles que nous attendons de nos téléspectateurs qui savent très bien qu'avec 10-12, le Zénith, sur la page 10-12, le Zénith, effectivement sur Facebook, ils peuvent nous laisser leurs commentaires. Que vous inspire ce matin la colère exprimée par Charles Amel Bathiou concernant, on dira peut-être la négligence aujourd'hui de la pharmacopée traditionnelle, la place qu'elle occupe véritablement dans notre milieu africain. Laissez vos commentaires sur 10-12 le Zénith ou encore en direct sur le fil d'actualité sur Facebook avec Equinox Télévision. Vous avez aussi un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci madame, monsieur, nous vous lirons tout à l'heure par le biais de Karine Sontia. Alors je commence avec vous Donald Brice Kamga. Est-ce qu'on ne peut pas dire au regard de la colère exprimée ce matin par Charles Amel Bathiou qu'il y a une guerre véritablement ouverte entre les lobbies pharmaceutiques occidentaux, occidental, autant pour moi, un lobby donc, occidentaux, merci, donc entre les lobbies pharmaceutiques occidentaux qui veulent absolument tuer la médecine douce qui est celle qui est africaine, dite entre guillemets traditionnelle. Oui, avant d'y arriver, disons que dans le principe, il y a comme une manifestation a priori d'une volonté de reconnaître l'importance de la médecine traditionnelle. Pour déblayer un peu le chemin, au Cameroun, il y a un service d'homologation des médicaments traditionnels améliorés. Charles Amel en faisait écho tout à l'heure au ministère de la Santé publique. Il y a une faculté de médecine légale, de médecine traditionnelle, pardon. Il y a une filière médecine traditionnelle, en tout cas à la faculté de médecine et des sciences biomédicales à Yaoundé. Ces éléments-là peuvent faire penser qu'il y a une volonté institutionnelle de reconnaître l'importance de la médecine traditionnelle. Mais dans les faits, il y a beaucoup de réticences. Charles Amel, au plan institutionnel, Charles Amel évoquait cet avant-projet de loi sur la médecine traditionnelle qui est toujours bloqué. Au niveau de la présidence. Aux dernières nouvelles, j'apprends que le projet de loi, l'avant-projet serait à la primature au Premier ministère. Depuis au moins 2009, je crois, on en parle depuis de longues années, il n'y a pas d'évolution. Il y a aussi le regard que nos dirigeants ont sur la médecine traditionnelle. On les réduit aux alamimbo, aux charlatans, des personnes qui ne peuvent rien faire du tout de bon. Donc, au plan de la volonté politique, il reste encore des actes forts. L'importance d'une loi, effectivement, dans le secteur permettrait de décanter et de séparer le bon grain de l'ivraie. Évidemment que c'est un champ qui n'est pas fait que des anges. Il y a évidemment du bon et du moins bon là-dedans. La loi permet évidemment de toiletter, de leur donner un statut et d'encadrer les découvertes qui peuvent être faites. Je rappelle, nous sommes dans l'actualité, que un haut responsable de la région du littoral a entre autres été pris en charge par les extraits de plantes, le protocole qu'a mis en place l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. Dans un passé récent, vous avez entendu certainement parler du Drepanovax, qui est un protocole traditionnel mis en place par un chercheur camerounais, Raphaël Ninche. Voilà, il n'y a pas encore d'études approfondies sur la question. Ces études qui doivent être menées par les laboratoires nationaux en la matière, notamment l'ANACOM, pour effectivement savoir s'il y a des effets secondaires, s'il y a un impact négatif sur la santé. Les institutionnels ont tout fait. A-t-on appris de bloquer ce projet? Les études pour la reconnaissance de ce médicament étaient menées, mais jusqu'ici, on n'a pas de visibilité. Est-ce que tout ceci n'est pas le jeu, justement, d'un lobby, ou des lobbies occidentaux qui veulent qu'on oublie, qu'on n'en parle pas en Afrique? Vous savez, il est très facile d'accuser l'Occident. Je ne sais pas si c'est l'Occident qui empêche d'introduire ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de député français à l'Assemblée nationale, me semble-t-il. Évidemment qu'on ne peut pas ignorer l'impact des grandes firmes occidentales dans ce marché, évidemment, qui font un travail de lobby incroyable pour imposer effectivement que leurs médicaments soient les seuls à être utilisés chez nous. Mais il y a une volonté politique qui si elle est affirmée et actée, on peut effectivement traverser, allier médecine traditionnelle et médecine moderne. Il faut, comme le disait
Henri Orbelaine, je suis assis à la place de Bombo, qui le cite souvent, il faut décoloniser la recherche. C'est l'ancien ministre de la Recherche scientifique et technique qui disait il faut décoloniser la recherche, c'est aussi effectivement prendre en compte les découvertes qui peuvent être faites au niveau local, les recherches qui peuvent être faites au niveau local, et de les intégrer dans notre protocole de prise en charge des maladies auxquelles nous pouvons avoir à faire face. L'exemple du Covid-19 aujourd'hui nous le rappelle de façon forte. Donald Brice Kamga, pour votre opinion ce matin, vous parliez également de l'exemple lié au Covid-19. Vous savez, aujourd'hui, il y a une multiplicité de médicaments sur le marché. Concernant le traitement du Covid-19, on a le MSK1 qui se retrouve également sur le marché. Peut-être, on laisse croire, on nous fait savoir que l'archevêque lui soigne gratuitement. Vous avez le Corovitaz 1 et 2 également sur le marché. Pour la petite enquête qu'on a menée, tout ça, finalement, on se dit qu'il va falloir probablement que l'État du Cameroun s'ouvre à ce secteur qui est plus que jamais important. Karine Sontia, devrait-on revenir avec un réel encadrement, comme le disait tout à l'heure Donald Brice Kamga, mettre en place ou bien valider ce projet de loi à l'Assemblée pour donner de la place vraiment à ces soignants tradipraticiens, entre guillemets, phytothérapeutes. Il faudra vite faire, si on veut reconsidérer le travail des médecins naturopathes et phytothérapeutes au Cameroun. Sinon, les forêts, avant d'être toutes détruites, on n'aura plus de médicaments traditionnels. Parce que tous ces médicaments phytothérapeutiques et autres viennent des forêts. C'est dans nos plantations et autres qu'on les retrouve. Et avec l'avancée du désert, aujourd'hui, on risque de ne plus en avoir. Donc, si une décision politique doit être prise, il faut qu'elle soit prise très rapidement. Le problème entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne a toujours été au niveau de la posologie, c'est-à-dire au niveau même particulièrement du dosage. On nous dit que les médecins modernes nous disent que le problème qu'ils ont, ils n'ont pas de problème forcément avec la médecine traditionnelle. Le seul bémol, c'est le dosage, parce qu'on ne sait pas quelle quantité il faut prendre pour quelle maladie. Et pourtant, avec la médecine moderne, par exemple, on peut dire que vous prenez 2 comprimés le matin, 2 comprimés à midi et puis 2 comprimés le soir, par exemple. Sauf que la médecine traditionnelle elle-même, si elle était développée, si on avait investi dessus, allait aussi pouvoir faire des comprimés, allait pouvoir faire des gélules, allait pouvoir faire des sirops, allait pouvoir faire des médicaments. Il y a des sirops. Oui, il y a des sirops. Allait pouvoir, mais en quantité importante. Oui, en quantité industrielle. Oui, en quantité industrielle, allait pouvoir faire des médicaments peut-être en poudre pour permettre la consommation facile de ces médicaments-là. Pour qu'on arrête de nous parler de posologie. Parce que je pense quand même que lorsque vous vous laissez la santé de vos citoyens à des firmes pharmaceutiques étrangères, ça veut dire que c'est parce que vous ne croyez pas en votre propre médecine et c'est archi faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui seulement, avec le Covid-19, on a découvert l'artémisia et on sait aujourd'hui que l'artémisia soigne complètement le paludisme et que ça tue même le plasmodium qui est ce germe du paludisme. Donc évidemment, vous allez attendre peut-être 1 an encore pour que les Camerounais souffrent beaucoup plus du paludisme puisque tout le monde est roué vers l'artémisia. Pour parler en Afrique en général, lorsque vous parlez de médecine traditionnelle, il y a des pays qui vous viennent à l'esprit. Et si on parlait du Cameroun précisément? Il y a des pays, je viens de parler du Cameroun, j'ai tellement parlé du Cameroun. Il y a des pays qui vous viennent à l'esprit, par exemple, en Tanzanie, il y a toute une industrie de la médecine traditionnelle dans le Dar es Salaam, ce qui permet aux médecins aujourd'hui de trouver des médicaments qui puissent soigner les maladies, les maladies qui accompagnent souvent les personnes victimes de VIH. Vous savez que lorsque quelqu'un est victime de VIH, il peut souffrir de tuberculose, il peut souffrir de telle ou telle autre maladie et les maladies opportunistes. Du coup, avec ces médecins tradipraticiens là, ils ont trouvé un moyen de soigner rapidement ou encore d'accompagner les antirétroviraux de ces médicaments pour que les gens ne souffrent plus de ces maladies opportunistes là. Voilà comment est-ce qu'on investit sur la médecine pour que son système sanitaire ne dépende pas des produits importés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on nous parle de la mauvaise qualité des médicaments qu'on a importés. Récemment, on nous parlait des cargaisons de chloroquine qui ont été saisies, qui n'étaient pas de la bonne qualité. On nous parle. Ça, c'est parce que notre médecine ne dépend pas de nous. Merci.
Dominique Audrey, est-ce que le problème aussi, l'un des problèmes, comme d'ailleurs l'a souligné Charles Hamel dans sa colère ce matin, n'est pas le fait qu'il y a une confusion totale entre guérisseurs, charlatans, phytothérapeutes, et parmi lesquels il y a des personnes véritablement formées, qui sont allées à bonne école et qui suivent un protocole scientifique, d'ailleurs à base de ces plantes-là, et même s'ils n'ont pas les moyens de communication pour se faire entendre, est-ce que le problème n'est pas cette confusion permanente-là, qui est soignant, qui est guérisseur, qui est charlatan et qui ne l'est pas? Justement, c'est là que se pose le problème. Et la responsabilité de ce problème incombe justement au gouvernement qui aurait dû prendre ces gens-là en considération en les mettant au même titre que les médecins modernes, monsieur Ngachou. Si on avait pris ces docteurs des plantes et qu'on les avait mis ou bien leurs produits dans des pharmacies, rassurez-vous, d'aucuns n'iraient pas chez des 10 heures de bonne aventure. D'aucuns n'iraient pas là-bas et ne se feraient pas tromper. Donc, il faudrait qu'on revalorise ces personnes-là. Moi, j'ai envie de dire que l'Afrique, malheureusement, est beaucoup trop en retard. Au Cameroun encore, on continue de célébrer, je crois c'est au mois de septembre, les journées africaines de la médecine traditionnelle. Non, regardez le modèle chinois, la médecine chinoise. Ils n'ont pas eu besoin d'être accompagnés de plusieurs autres pays pour avoir la médecine chinoise. Aujourd'hui, au Cameroun et en Afrique, nous sommes obligés, je veux dire qu'on subit cette médecine-là. Pourtant, ils utilisent les plantes, comme nous aussi, ici, nous avons des personnes qui peuvent utiliser des plantes. Pendant sensiblement au XXe siècle par là, le maoïsme était un véritable obstacle par rapport à la médecine chinoise. À un moment, ils ont voulu développer la médecine moderne avec des médecins, des machines et autres. Et ils se sont heurtés à cette époque-là au manque de médecins formés, au manque de machines et au coût élevé de la médecine moderne. Conséquence, ils sont retournés tous à la médecine traditionnelle chinoise. Au Cameroun, malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je connais quelqu'un qui vivait au Sénégal, qui vit aujourd'hui en France. Elle dit que pendant son séjour là-bas, elle a eu une sorte de maladie. Il y avait des pustules partout sur son corps et lorsque elle voulait sortir de sa maison, elle était obligée de se couvrir. Elle a fait examen après examen, on fait des prélèvements et jamais concrètement, on a pu lui dire de quoi elle souffrait. Un jour, alors qu'elle passait dans la rue comme ça, elle a vu un vendeur avec sa table et ses médicaments, ses potions et la poudre et tout ça, des écorces même. Le monsieur lui a dit, prenez ça, allez et vous lavez, vous viendrez me dire. Elle est allée. À ce moment-là, elle prévoyait de rentrer pour la France. Et c'est en France, là-bas, qu'elle rappelle le monsieur pour lui dire, en fait, votre produit avait marché. Comme quoi, si on faisait un peu plus confiance à la médecine traditionnelle, on s'en sortirait gagnant. Il y a que les médicaments de la médecine moderne aujourd'hui, en réalité, ce ne sont que des alternatives qu'on nous propose. La médecine traditionnelle, à côté de la médecine moderne, donne des solutions à long terme, contrairement à la médecine moderne qui ne donne que des alternatives. Donc, il faudrait qu'on y retourne. Vous avez parlé du cas de la rate de votre enfant ici. Vous avez vu comment cet enfant a été guéri alors que vous étiez à l'hôpital précédemment. Merci. Allez, point de vue de Dominique Audrey, madame, monsieur, on attend les vôtres. Que vous inspire la médecine traditionnelle ou si vous voulez la médecine douce? Quel regard vous portez sur les guérisseurs? Il faut les encourager ou pas? Est-ce qu'on peut bien comprendre la différence qu'il y a entre guérisseurs, charlatans et tout ce que vous connaissez marabout en même temps? Alors, il faut encadrer ce secteur, évidemment, mais comment le faire? On attend vos réactions et on reviendra tout à l'heure avec vous, Charles Hamel Bachou, pour tenter de mieux cerner, de mieux comprendre les éventuelles pistes de solutions qu'on peut avoir autour de cette question. Merci à vous, madame, monsieur. On prend une pause et on se retrouve. Bon retour, madame, monsieur. Merci de rester sur les antennes d'Equinox Télévision. Donald Brice Kamangang, c'est bien prononcé cette fois-ci. Charles Hamel Bachou, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyengelek. Bien prononcé, Dominique? Oui, très bien. Très bien, merci. Allez, on va, Charles Hamel Bachou, revenir avec vous pour mieux comprendre. Comment peut-on, à votre avis, sauver la médecine traditionnelle, lui restituer sa place première, comme on l'a toujours connu, que ce soit en Afrique ou au Cameroun chez nous? Il faut commencer par laisser parler ceux qui ont reçu le don des ancêtres. C'est la première chose. C'est une transmission héréditaire. C'est la première chose. Il y a trop de charlatans.
C'est comme cette affaire de Mbombok. Il y a trop de Mbombok sur les télés et tout. Ce pas des gens qui sont formés. Le vrai Mbok, on les compte. Savez-vous que pour la zone de Douala, partant de Douala 3, une partie de Douala 3 jusqu'à Douala 5, il n'y a qu'un seul Mbombok. C'est Mbombok Palao. Mbombok Palao Pondo. Il est là en Ndokoti. Il est du clan Ndokoti. Ndokoti. Mbombok Benga, lui, vient d'une autre zone. Non, attention. Et chaque fois, il vient d'une zone. Sangbayeme. Il vient d'ailleurs. Et Mbombok Benga ne peut pas poser un acte sans se rapprocher de Mbombok Palao. Je le dis à Mondo Vision, il le sait. Plusieurs fois, nous avons eu à poser. Il dit, attends, j'appelle Mbombok Palao, je suis sur son territoire. Comment c'est que l'administration laisse chez les bêtis à le Zomlois? Quand vous allez dans le centre, il y a le Zomlois. Il a reçu l'initiation. Commencez par laisser parler d'abord les premiers. Vous avez le choisi, celui qu'on a choisi depuis l'initiation. Vous avez l'initié, celui qui a appris auprès du choisi. Et vous avez l'acheteur. Quand vous allez à Dakar, il y a 360 voyants. Est-ce que les trois... Il dit Dakar ici à Douala. Oui. Makepe Misoke, alors n'en parlons plus. Makepe Misoke, vous avez même 500 voyants. Voyants traitants. Bonabéry, oui. Donc, il y a des gens, le gars, c'est qui chôme, il va payer. Lorsque tu arrives, il te regarde comme ça, il dit que tes yeux sont rouges, n'est-ce pas? Tu dis oui. Ta main avait les cheveux, non? Oui. Tu dis que vous êtes malade dans votre famille. Tu sors là, tu dis qu'on t'a consulté alors qu'on t'a enfumé. Que l'administration a cette possibilité de le faire. Il y a le Ngambi, il y a le Ngaka, il y a le Ménissien, il y a tellement d'appellations, il y a le Kunga, il y a tellement d'appellations. Non, mais le Kunga, c'est autre chose. Hein, non, si vous ne pouvez pas être dans le Kunga, vous ne soignez pas, oui, vous ne pouvez pas. Très bien. Vous avez la connaissance des plantes, sur tous les plans, parce que vous êtes à la fois un guerrier. Il peut avoir des attaques mystiques, il peut avoir des attaques en termes de maladies, il peut avoir des attaques physiques. Vous devez être prêt. Oui, je le dis. Donc, l'administration n'a pas travaillé. Je vous assure, il y a un dernier directeur, il y a un directeur que je connais qui était malade, très malade. Il a fait le tour des hôpitaux, on lui parlait des maladies rares et tout le consort. Il est allé à Bayangam. C'est à Bayangam qu'un papa, il a dépensé des millions à l'hôpital, mais c'est à Bayangam, on ne lui a pris que 1000 francs CFA. 1000 francs. Et ils sont nombreux, les directeurs. Ils sont nombreux des ministres qui ont des mots qu'ils vont soigner chez ces gens. Pourquoi refusent-ils donc, c'est ma question, d'accepter que la pharmacopée traditionnelle existe et peut faire? Vous et moi et d'autres personnes ont peut-être grandi dans un système où tous les lundis, il fallait boire l'aloe vera, racler, jeter dans de l'eau. Papa avait toujours sa bouteille. Il y avait la bouteille de Kenkeliba. Dans un coin, on ne jouait pas avec. Il y avait deux choses. Les verres, quand papa appelait le vendredi matin ou lundi matin, et la poire de maman. Parce qu'il fallait puger les enfants. Pourquoi est-ce qu'on s'est éloigné de ça? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de ne plus respecter cette pratique? Mais tout simplement parce que beaucoup de personnes ont fait allégeance au plus que gros gombo des firmes pharmaceutiques. Je voudrais simplement, à votre suite, Charles Hamel, dire que c'est ahurissant aujourd'hui que vous vous retrouvez dans des centres hospitaliers certifiés où on soigne ce qu'on appelle aujourd'hui l'insuffisance rénale. Voilà. Charles Hamel, moi je connais des gens qui sont guéris d'insuffisance rénale aujourd'hui parce qu'ils ont un médicament traditionnel. Je parle bien du médicament traditionnel. Et les plantes sont là, le guérisseur il est là, le soignant il est là. Mais c'est quand même incompréhensible. Donc vous parlez justement de leur donner la parole. Mais est-ce que même ces guérisseurs ne peuvent pas eux-mêmes pousser les portes? Il faut s'asseoir sur des plateaux comme ceci. Il faut présenter Monsieur Michel Ngachou, ce n'est pas à Douala qu'on va venir faire le tri. On donne la responsabilité à l'Ouest. Nous avons besoin d'une liste. Voilà. Travailler. On va dans le Mbam. Nous avons besoin d'une liste. On va à l'Est. Nous avons besoin d'une liste. Dans le littoral, nous avons besoin. Les fils d'ici connaissent. Vous ne pouvez pas venir tromper les gens. Les vrais guérisseurs. Oui, ils connaissent ceux qui soignent. On les connaît, oui. Ceux qui soignent. Même dans un village, parfois vous arrivez, vous vous plaignez. Le chef vous dit, attends, ou viens me voir le matin. Le matin, lorsqu'il arrive, il te dit, va voir tel.
va voir telle personne. Tu lui dis que c'est moi qui t'envoie. Vous allez voir le chef, on concocte, on compose. Il dit non, le chef m'a déjà dit laisse. Il compose. Va, oins-toi avec, tu reviens me voir. Tous les villages organisent ce qu'on appelle des journées de purification, de bénédiction. Mais c'est avec ces personnes, ils sont connus. Mais comme on aime les bluffeurs, vous allez voir, nous sommes dans un pays où on n'aime pas les gens sérieux, on n'aime pas les gens qui travaillent. Le vrai gars qui vous guérit ne vous prend pas 10 000. Oui. Le vrai gars qui vous guérit va dire laisse 500 là, laisse 1000 francs, laisse 2000, ne vous guérit pas. Alors on avait des bluffeurs qui tous les jours déferlent, nous faisons ci, nous faisons ça. Et le gouvernement aime ça. Allez alors dire qu'on a fait. Allez faire. On les connaît. Vous allez vous retrouver avec ce qui se passe avec le coronavirus, où vous avez des spécialistes. Dernièrement, vous nous parlez de Maurice, du docteur Maurice Tazon. Mais je préfère mettre maintenant docteur Maurice Tazon, docteur Cléda. Je ne parle plus de Monseigneur, je dis docteur Cléda, oui, parce qu'il a déjà la science. Docteur Cléda, ils ont certainement pris le protocole, ils sont avec Bengonon, allez déposer. Mais le protocole va servir à quoi? C'est un protocole qu'une fois vous déposez, c'est Big Pharma, appelle ces gars, récupère, prélève des molécules pour aller vous faire le médicament. On a plusieurs médicaments qui ont été faits sur cette base. Allez en Balmayo, vous allez vous rendre compte que les Chinois descendaient avec certains Français, faire des études, ils prélevaient, ils allaient voir les marabouts et tous les consorts discutaient, telle maladie, on fait des prélèvements, ça soigne. Donne-nous le protocole, on va, on prélève, on fait des dosages et tout, ça vous revient en médicament. Donc arrêtons ça. Très bien. Arrêtons ça. Donnons la possibilité aux téléspectateurs de lire leurs différents commentaires. Karine Sontia, c'est avec vous. Oui, premier message. Le milieu de la médecine traditionnelle est fortement infesté des charlatans, de spécialistes de tout. Voyez-vous, avec l'avènement de Covid-19, c'est tout le monde dans ce milieu qui dit détenir la potion contre le virus. Pour ce qui est des textes devant réglementer ce secteur, je peux comprendre la difficulté du gouvernement à légiférer dans le domaine, car il serait difficile d'écarter un tradit patricien qui le font avec le don de l'esprit, qui le fait avec le don de l'esprit et qui ne peut pas démontrer scientifiquement ses méthodes. Ça, c'est Ali Alan Mongo. À l'époque du sultan Joya Chariyen, le grand inventeur d'une écriture avait dans sa grande sagesse développé une pharmacopée traditionnelle Bamoun. Le fils d'Njikom Joa, il faut prononcer les mots. C'est le fils d'Njikom Joa. Il avait réuni tous les guérisseurs traditionnels et leur avait demandé de s'organiser et de mentionner dans un document la composition unique. Comment soigner chaque maladie avec l'arrivée des Allemands. Tout cela avait été balayé d'un revers de la main. Pour rétablir cela, la responsabilité revient à nos gouvernants. Alain Djikam. Est-ce que je donne la parole. Est-ce que la responsabilité peut seulement revenir aux gouvernants? Est-ce que nos chefs traditionnels même, dans nos villages, qui sont appelés les gardiens de la tradition, ne peuvent pas s'asseoir, faire venir les guérisseurs du village, les regrouper et leur dire: il faut mettre en place un document capable de soigner nos enfants dans la mesure possible? Non, c'est l'État qui encadre, mon cher Michel. Je crois qu'ils ont une association nationale. Les guérisseurs. Des tradis praticiens. Ils ont une association nationale. C'est déjà un regroupement à partir duquel on peut avoir des interlocuteurs avec qui discuter. Et donc, il manque tout simplement de la volonté. Le gouvernement c'est le gouvernement qui encadre, c'est le gouvernement qui régule et qui distingue le bon. Parce qu'il y a des protocoles, ça marche. Maintenant, il faut également évaluer ces médicaments et voir quels sont ceux qui peuvent avoir des effets secondaires, comment est-ce qu'on les atténue, comment est-ce qu'on les limite sur la santé. Très bien. Dominique Audrey. Monsieur Michel, je voulais préciser, de peur d'oublier, par rapport à la colère, que si vous avez, par rapport au message, si vous avez assisté au Ngwon, il y a un moment particulier où les Fonangwon, qui ont parcouru tous les villages, viennent avec dans leur sac des remèdes nouveaux, des potions nouvelles, et mettent dans le sac du roi, en disant que, par exemple, à Koptamo, il y a eu telle maladie qui a sévi, on appelait cette maladie ça. Avez-vous été au courant? Le roi dit effectivement, il dit, voici ce qui a permis de soigner. Il sort la plante, il dépose. Donc je voulais répondre en disant, même à Donald Bliss, que ça existe.
où pendant cette période du Ngol, les gens viennent avec les découvertes, les gens viennent avec des produits qu'ils déposent à l'attention du roi. Je pense que c'est au roi de sélectionner, comme on a dit, de lister et de pouvoir présenter en disant, chez moi on peut faire ci, on peut faire ça. Très bien. Donc le roi a une place très importante. Je le dis, pour ça c'est le cas du Ngol, j'ai pris pour le cas du Ngol, où tout le monde voit généralement cette danse. Et quand on dit chef traditionnel, on n'a pas l'impression que c'est uniquement à l'Ouest Cameroun. Il y a dans le Grand Nord, il y a dans le Sud, il y a un peu partout. Très bien. Allez, Karine Sontia. Le Cameroun devait vivre comme l'Occident à l'époque de nos ancêtres. Il n'y avait pas de médecine moderne et c'est la médecine traditionnelle qui primait. La preuve en est même aujourd'hui, la typhoïde se soigne à l'indigène, donc que l'État devait encadrer. Je pense que l'État devait encadrer et encourager la médecine traditionnelle. Un autre message. Nous devons savoir qu'entre 5 mois et l'après-accouchement, la morphologie change. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois quitter ta femme, mon frère. Si elle est comme cela, c'est par ton biais. Et la femme, je demande d'abord de ne jamais fouiller le téléphone de ton mari. En effet, je crois que c'est le 3e accouchement des 2 premières fois. Les deux premières fois, la dame a laissé le comportement que son mari lui a présenté et c'est devenu une habitude pour lui donc que cette femme ne se plaigne pas car la femme a d'abord accepté ce comportement. Et toi frère, sois homme et respecte ta femme parce qu'en allant dehors, tu feras la même chose et cela deviendra ton quotidien. Respecte le bébé qui est là et j'aimerais bien que vous compreniez que l'homme peut permettre... Voilà. L'homme peut entretenir de rapport avec sa femme sans toutefois aller jusqu'au fond. Très bon ce message. Pas lire ce message-là jusqu'à la fin. La médecine traditionnelle est mère de la médecine moderne. Si nous regardons de plus près, les hindous, chinois et même les indiens sont plus ancrés dans la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle ne saurait être délaissée. Faut savoir que les produits naturels assurent le rajeunissement des cellules et prolongent l'espérance de vie. De plus, la majeure partie des maladies incurables de la médecine moderne sont de plus en plus curables avec la médecine naturelle. Vraiment, l'État doit prendre des mesures fermes pour mettre en avant Toujours est-il qu'on se demande si c'est une combine, si c'est une volonté de l'État à ne pas rendre ce secteur important, mieux le vendre. Je dirais qu'en mettant cette filière sur pied, c'était juste pour répondre aux récriminations qui disaient donner plus de place à la pharmacopée, donner plus de place, et ben on nous a donné un établissement. Mais sauf que si on a une faculté comme celle-là, où est-ce que ces enfants feront leur stage? C'est une question, peut-être elle est bête, mais... Il y a l'Institut de recherche en plantes médicinales, voilà, dans lequel on peut, dans lequel on peut faire un stage aussi. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous savez, par exemple, dans le contexte de la folie, je prends un cas comme la folie. Je vais vous prendre toujours un village, je préfère rester à Bayangam, je préfère prendre, parce que je peux prendre d'autres, mais je préfère Bayangam, où il y avait un papa, lorsque vous amenez un fou, il tapait le tam-tam. Si le fou dansait, il vous disait prenez votre fou. Il a cherché, il a volé la chose de lui, il est entré dans un cercle, je ne peux pas le soigner jusqu'à ce qu'il paye ce pourquoi. Mais si le fou restait calme, il vous demandait de partir et de revenir après. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des herbes, il y avait des herbes qui poussaient au bord de l'eau, il récupérait ces herbes, qui faisaient macérer, j'ai eu l'occasion de l'assister, qui macérait. Il macérait véritablement et il faisait consommer. Et vous dit, vous venez récupérer votre fou dans 2 semaines. Bon, il ne parlait pas de 2 semaines, il dit 14 jours. Lui donnant un jour, il devenait dans 21 jours. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Vous venez retrouver, votre personne était droite. Malheureusement, lorsqu'il lui devait décéder, il a donné les deux. Il a donné la science de détection
à son premier fils et la science du traitement à son deuxième fils, disant que les jeunes d'aujourd'hui n'avaient pas cette faculté à savoir conserver ces différentes valeurs et ces différents pouvoirs. Aujourd'hui, les deux fils ne s'entendent pas. Il y a un qui est à Berthois, il y a l'autre qui se retrouve au nord. Comment ils vont faire? Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens. Il y a des gens qui soignent. Ils sont là. Mais malheureusement, dans nos institutions, on ne veut pas ces gens-là. Mais vous avez eu une personne qui était devenue démarcheur, qui avait une personne pendant longtemps qui était devenue le démarcheur des tradis praticiens. C'est-à-dire, il allait prendre, il ramassait les tradis praticiens dans une zone, il a conçu une maison, il les a placés là, il les payait par mois, il fabriquait des médicaments qu'il mettait en sachet, qu'il adaptait pour commercialiser sur les plateaux de télévision. Oui, on l'a connu. C'est lorsqu'il y a eu rébellion qu'il a commencé à avoir des problèmes. On ne peut pas citer son nom. Il est temps qu'on laisse la parole aux acteurs, mais que ça commence par les villages, avec les chefs qui disent non, chez moi, j'ai ci. Voilà. On sort ces personnes. Quand ces étudiants vont sortir de l'école, ils iront donc faire maintenant des recherches auprès de ces personnes qui ont été listées. Pas dans des instituts. On sait ce que c'est que nos instituts aujourd'hui. Merci. Merci à vous, messieurs et dames. Karine Sontia, tout de suite avec vous, la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, 3 sujets ce matin. Le tout premier concerne cet entretien téléphonique avec la présidente de la Confédération suisse, Simonetta Sommaruga, qui a eu un entretien téléphonique avec le président de la République. Et dans cet entretien, il était question de parler notamment encore de l'accompagnement de la Suisse, de la volonté de la Suisse d'accompagner le Cameroun dans la lutte contre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, et surtout de renforcer la coopération sanitaire avec le Cameroun. Une actualité qui est bien courue sur la toile aujourd'hui. Enfin, elle nous fait savoir qu'elle est heureuse d'avoir échangé avec le président de la République, et on veut bien comprendre. Alors, Donna Brice-Kamga, qu'est-ce que ça rapporte de nouveau dans la résolution de la crise anglophone ça fait 4 ans que ça dure? Ça signale la volonté des acteurs internationaux de s'impliquer dans la gestion de la crise anglophone qui, vous l'avez rappelé, perdure. La crise s'enlise. Il y a certainement le contexte actuel marqué par le Covid-19, mais les tensions persistent, les enlèvements, les assassinats. Le plus récent, vous le savez, c'est celui du maire de la commune de Manfé, dans la région du sud-ouest, qui a été froidement assassiné. Alors, la Suisse avait déjà proposé d'être médiateur dans la gestion, dans la crise anglophone, dans les voies de sortie de crise, et c'était rétracté parce que les partis impliqués, les groupes armés et le gouvernement ne s'impliquaient pas assez. La présidente de la Confédération suisse elle-même revient au devant de la scène avec cet entretien avec le chef de l'État camerounais. Le gouvernement camerounais ne semble pas être ouvert aux acteurs internationaux parce que aux yeux du gouvernement, donner la prééminence à des acteurs internationaux, c'est un peu internationaliser la gestion du conflit. C'est ce que le gouvernement ne souhaite pas lorsqu'on observe les attitudes. Mais au plan interne, on n'a pas encore de lisibilité sur des actions réelles qui marquent une volonté affirmée d'aller vers la sortie de crise. À quoi donc a servi le grand dialogue national? Le dialogue national, c'était certainement pas, mais sa configuration, on ne cesse de le rappeler, était déjà quelque chose d'extrêmement blâmable, d'abord au plan des participants, mais également des thématiques à aborder. Les participants étant essentiellement des acteurs proches du pouvoir, les groupes armés qu'on aurait pu convoquer au dialogue n'ont pas été associés à l'initiative, même si on a vu ça et là des convocations, des invitations, mais le fait par exemple qu'on n'ait pas levé le mandat d'arrêt international qui a été initié contre les leaders sécessionnistes qui sont à l'étranger, en Norvège, aux États-Unis, ainsi de suite, montre que on donne la chèvre et on retient la corde. De toutes les façons, au plan interne, il n'y a pas encore d'initiative claire qui montre une volonté affirmée d'aller vers la fin de la crise, et un plan de reconstruction qui est mené. Là encore, c'est une initiative complètement blâmable. On ne comprend pas comment, dans la situation actuelle, on envisagerait la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. On a écouté le coordinateur du plan de reconstruction, le ministre délégué au ministère de l'économie, Paul Tasson, qui indique que le début de la mise en œuvre du plan n'est pas subordonné
à la fin de la crise, c'est extrêmement grave de le dire. Donc, les actions contradictoires comme celle-là, qui ne reposent pas sur des bases réalistes, effectivement, on n'est pas catastrophiste, mais on peut penser, étant rationnel, qu'on va vers l'échec. Dominique Audrey, est-ce qu'il y a quand même dans cette approche, du moins de votre lecture à vous, est-ce qu'il y a quand même dans cette approche avec la présidente suisse une crédibilité vraiment à sortir de cette crise qui mine le Cameroun depuis 4 ans sans qu'il n'y ait de contrepartie? J'ai envie de dire, vous savez, lorsqu'il y a des crises internationales et que ceux qui sont ailleurs viennent les résoudre, il faut bien qu'il y ait des contreparties. Mais est-ce qu'on peut avoir une garantie, une fiabilité dans une résolution entre ces pays, ces acteurs internationaux et le Cameroun, sans qu'il y ait une contrepartie très dure pour le Cameroun? Votre point de vue? Non, toute relation est intéressée. Donc si on dit qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils viennent intervenir dans la résolution de la crise, non, ce ne serait pas juste du moins, moi je ne pense pas que ce soit simple comme ça. Il y a forcément un intérêt. Mais maintenant, si on ne voudrait pas avoir des puissances étrangères qui s'ingèrent dans la gestion de la crise au Cameroun, il faudrait que nos gouvernants, les institutions en place, trouvent le moyen rapide de résorber cette crise-là. Comme Donald Brice, moi j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut reconstruire les écoles, étant entendu que précédemment, il y a des enfants qui ont essayé d'aller à l'école pendant la crise et ils ont été un peu inquiétés. Est-ce que lorsqu'on aura même fini de construire, si on parvient même à toller ces écoles-là, est-ce qu'elles ne seront pas détruites? On est en train d'aller un peu vite en besogne. Donc, vous avez vu les dons, ce qu'on a réservé, les dons des chefs de l'État. Ce qui en a été fait, voilà autant d'exemples. Oui, qu'elle est par là avec le président, c'est une bonne chose. Mais maintenant, pour moi, elle n'a pas à nous donner ce compte rendu-là. Moi, je préfère que ce soit le président, notre président, qui nous dise qu'il a échangé avec la dame en Suisse et que la dame a dit, avec la dame, ils vont trouver des moyens de réparer ça. Donc, pour la reconstruction, c'est même dangereux pour les personnes qu'on va envoyer là-bas, vraiment, parce que les gens continuent de mourir et ça en est trop. La dernière, moi, c'est l'image du jeune militaire qui est mort là-bas encore. Merci beaucoup Dominique. Nous allons poursuivre avec vous Karine Santia. Mais beaucoup pensent quand même qu'aujourd'hui, avec la situation, j'ai envie de dire, ce message qui a été relayé sur la toile par la présidente suisse et qui est abondamment relayé par les officines, que c'est une distraction qui n'a pas de place maintenant, étant donné qu'il y a des réels problèmes liés au coronavirus, étant donné qu'il y a des réels problèmes liés à la fermeture des formations sanitaires, étant donné qu'il y a aujourd'hui les 12 milliards investis dans l'affaire concernant la crise dans le nozo aujourd'hui, dont on n'en parle pas. Alors c'est de la diversion, on a des problèmes plus urgents, plus importants. Karine Santia, on poursuit avec vous. Au ministère, on parle cette fois-ci du ministère de la décentralisation qui abandonne les amendes pour non-respect de port de masque anti-Covid. Vous savez qu'il y a 2 jours, le ministre Georges Ilanga Obama avait demandé aux administrateurs civils, particulièrement aux maires, qui allaient procéder notamment au contrôle de masques dans les rues, d'amender les personnes qui n'allaient pas emporter de 500 francs à 2000 francs. Et finalement, il s'est retracté de sa décision et a décidé que ces amendes-là ne seront plus valables. C'est pas le bon communiqué. Voilà, on a le bon communiqué cette fois-ci à l'antenne. Est-ce que, Charles Hamel, on peut dire que dans ce communiqué, le ministre craint vraiment qu'il y ait une tension sociale qui naisse et dont on ne pourra pas stopper au vu de ce que nous traversons déjà? Monsieur Michel Ngachou, partons sur le principe simple. On vous demande d'organiser un conseil municipal dans lequel vous allez établir et préparer, n'est-ce pas, ces différents... Vous allez vous organiser, comment vous allez vous déployer afin que ceux qui ne respectent pas la mesure payent. L'argent sera reversé où? Pour quelle fin? À qui? À qui? Comment? Première question, là. Vous savez qu'avant même que le ministre n'ait dit, les gars sont descendus dans la rue. Ils ont commencé le travail. Je peux vous dire, policiers et gendarmes sont descendus dans la rue et ont démarré. Ça devait donner lieu à des injustices
ça devait donner lieu à une barbarie. Vous avez vu ce que le non-port du masque a fait à Balati. On a tiré sur le pied d'un Bensikina. Vous avez vu ce que ça a donné à Bafoussam. On a tiré sur la tête d'un jeune étudiant de 20 ans qui devait soutenir en juillet. On peut vous en citer des cas. Je pense qu'il a été très malin. Il a compris. Il s'est ravisé certainement parce qu'il a eu des appels, soit un rappel à l'ordre de la part du Premier ministre, soit du rappel de ses collaborateurs qui lui ont dit attention, tu risqueras d'organiser quelque chose que tu ne pourras pas maîtriser. Autant mieux se limiter à ceci. On vous interpelle, vous n'avez pas, on vous amène, vous payez. Vous payez vous-même votre masque. Que vous payez le masque, oui, vous abordez. Ça veut dire que je ne sais pas quelle unité va travailler avec chaque commissariat brigade, quel ce sera encore un nouveau gombo pour les différents responsables des brigades et des commissariats. Vous arrivez, vous payez vos 1000 francs. Soit ils auront même ça dans leur camion, le pick-up. Vous payez, vous portez. Peut-être les masques de SICAM qu'on va les obliger à payer. Peut-être chez les techniques pour mieux les faire écouler. Donald Breskamga, le ministre a bien fait, à votre avis? Ou est-ce que... qu'est-ce que vous en dites? Bon, sur le principe, c'est une bonne intention que de vouloir généraliser le port du masque pour l'ensemble des citoyens. C'est un outil de protection dont la production en grande quantité, la disponibilité pour les citoyens, tous les citoyens camerounais serait quelque chose de bien dans ce contexte de riposte contre le coronavirus. Sauf que cette correspondance du ministre de la décentralisation adressée à tous les préfets, laquelle devait à leur tour indiquer en tant que tutelle directe dans le fonctionnement camerounais des mairies, répercuter auprès des mairies la nécessité de tenir les conseils municipaux pour délibérer et puis prendre ces amendes comprises entre 200 francs et 2000 francs. Au plan de la loi, ça posait problème parce que le Code général des collectivités territoriales décentralisées indique que les amendes instaurées par les communes et qui ne rentrent pas dans la loi et qui n'ont pas fait l'objet de législation, donc les amendes qui ne sont pas instaurées par la loi ne sont pas autorisées. Donc, il y avait un problème de respect de la loi. Il me semble que le ministre s'est quelque peu précipité et c'est pour ça qu'il est revenu à la charge en retirant cette disposition. Donc, c'est une disposition qui violait la loi. Troisième chose, c'est un raccourci. C'est un raccourci que de vouloir instaurer des amendes aux citoyens qui ne sont pas en règle, notamment qui ne portent pas le masque qui est devenu obligatoire dans les espaces publics. C'est un raccourci pourquoi? Parce que le masque est quotidien, c'est un outil que l'on met tous les jours et le masque coûte entre 300 et 500 francs, c'est fait un peu plus. Il y a d'ailleurs une entreprise qui en vend à 1300 francs. C'est inaccessible pour un bon nombre de Camerounais qui vivent pour un bon nombre avec moins de 500 francs par jour. Et donc c'est une charge supplémentaire pour les familles. Audrey parlait en début d'émission des élèves. Je rappelle qu'il y a cette union à Yaoundé, une session du comité interministériel qui suit la mise en œuvre du plan de riposte et qui indique que les élèves doivent mettre les masques dès la rentrée prévue. Rappelons, la reprise, c'est le 1er juin prochain. Les parents doivent acheter obligatoirement des masques. Non, mais sauf que dans l'établissement. Non, sauf que ça a été revu. Ça a été revu. Ah, aussi. Ce n'est pas obligatoire, non. Le chef de l'État a demandé que chaque parent, les enfants doivent être munis d'un casque. Pas payer le casque, non. Ça a été revu. Il faut le préciser dans les mesures. Même si ça a été revu, que la mesure soit obligatoire ou non, ça pose un problème. Parce que les élèves qui sortent pour la rentrée doivent être protégés. Actuellement, les élèves qui ont un âge compris entre 12 et 17, 18 ans par là ne sortent pas. Ils sont à la maison, ils jouent. Mais lorsque l'école va reprendre, il leur faudra des masques. Et donc, ce sont les parents, en l'absence d'une politique publique d'acquisition à grande échelle des masques, au grand nombre, les parents auront une charge supplémentaire de la reprise. Ils auront davantage besoin de masques. Et le gouvernement camerounais, c'est une attitude, à mon sens, qui est irresponsable. Dans un pays qui est proche de nous, le Tchad, qui, dit-on, n'a plus la possibilité de payer ses fonctionnaires depuis un certain temps, a fait des masques à 200 francs. C'est accessible à tout le monde. Le Maroc a produit des masques pour tous les citoyens, distribuer les masques. Chez nous, il est obligatoire, mais il n'y a pas de politique d'acquisition facile des masques pour les citoyens. Ça demande de l'argent.
Et c'est une question de santé publique. Je rappelle pour lui qu'il n'y a pas un sujet, il n'y a pas une question publique qui a une importance au-dessus de la santé, de la lutte contre le Covid-19. Tout est arrêté en raison du Covid. Et donc, on peut comprendre que les fonds ne puissent pas être orientés vers l'acquisition des moyens de lutte. Donc, pour terminer, c'est un raccourci simplement. Le gouvernement, au lieu de faciliter l'accès aux masques, veut imposer aux gens de mettre les masques. C'est une bonne chose d'imposer. Il faut également faciliter la mise en œuvre de la décision. Merci Donald Brice Kamga. Dominique Audrey nous laisse également son appréciation sur cette question. Maintenant, Dominique Audrey, il y a quand même lieu de comprendre là qu'au-delà de la difficulté à rendre possible sa première décision, le ministre revient à la charge en disant que c'est annulé, mais ça ne résout pas totalement le problème autour de la riposte du Covid. Il faut que chacun aborde son masque et il y a quand même lieu de mettre en place une batterie de communication pour que les Camerounais soient vraiment informés et prennent la mesure au sérieux quand même. Oui, bien sûr. Bon, au niveau du fait qu'on a enlevé les sanctions, comment on sera sûr que sur le terrain, ça sera implémenté parce qu'on se connaît? On sait aujourd'hui que les différents préfets du centre et du littoral se sont déjà accordés à... Les personnes qui seront sur le terrain, qui nous interpelleront, nous prendront toujours de l'argent. Vous voulez parler de qui? Les agents de police? Bien sûr. La sécurité publique? Ceux qui vont arrêter, ceux qui n'auront pas des masques. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être derrière les citoyens pour leur demander d'arborer le masque, mais je reste sur ma position, celle selon laquelle il faudrait qu'en prenant des mesures, on tienne compte de toutes les couches, des différentes couches. Vous voyez un peu, tout le monde, les personnes qui gèrent les orphelinats, par exemple, est-ce qu'ils auront les moyens d'acheter les masques pour tous les enfants? Il y a des orphelinats où on retrouve une 50aine d'enfants. Ici, par exemple, à Douala, il y a des endroits où ils sont 30. Est-ce qu'une personne pourra subventionner les masques de tous ces enfants-là? Il faut tenir compte des sensibilités, sortir simplement des communiqués. Ok, pour ceux qui ont les moyens, ils doivent s'en acheter. Et maintenant, la conscience de chacun doit être interpellée ici. Même si on peut avoir quand même des choses à redire. Vous exigez que les gens portent des masques, mais vous nous donnez l'occasion de nous retrouver encore ensemble, de nous amasser dans les buvettes. Donc les mesures d'assouplissement sont à revoir, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On n'aurait pas dû. Je crois qu'il y a un pays, c'est le Gabon, qui est retourné au confinement. J'ai vu un communiqué pareil. Non, c'est un fake news. C'est un fake news, malheureusement. Donc, on devrait retourner. On devrait retourner à ça, s'assurer que les Camerounais, dans une stricte mesure, seront le moins ensemble possible. Oui au masque, mais il n'y a pas que le masque. Il y a le problème d'eau qui revient pour pouvoir laver les mains également. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on doit mettre ensemble. Donc, qu'il ait enlevé le fait qu'on doit exiger l'achat du masque, c'est déjà une bonne chose. Parce que ça aurait pu créer des tensions aussi. Merci beaucoup. Merci Karine, merci Donald Brice, merci Dominique Audrey, Charles-Amel Bachou. Mais on va quand même ce matin s'arrêter sur un autre sujet qui fait le tour de la toile aujourd'hui. C'est l'affaire de ces Français qui demandent aux ONG africaines de venir en aide à la France, de leur venir en aide à travers le Covid organique. Du tout, c'est sur Canal France Info qu'un article a été publié récemment parlant notamment du remède malgache et qui exprimait les prouesses de ce médicament. Et aujourd'hui, suite à cet article-là, plusieurs Français ont réclamé que les ONG africaines fassent aussi des dons aux Français qui en ont besoin. Alors, on va peut-être aussi demander à la France, entre-temps, de ne pas... d'excuser un peu les pays africains. Là, peut-être c'est un point de vue individuel. Charles Amel, souvenez-vous, il y a eu les frontières, aujourd'hui, les frontières aériennes sont ouvertes. La France fait tout pour permettre à Air France de recommencer avec ces mouvements commerciaux entre la France et l'Afrique. Et on a quand même un souci aujourd'hui de Nabrice. C'est assez compliqué. Si la France, qui est encore en pleine dans la maladie, la France qui connaît un nombre grave des personnes touchées au Covid-19, que l'on ouvre les frontières au Cameroun,
Je parle du Cameroun précisément. Et quand on permet à Air France de venir au Cameroun, déposer ses passagers et retourner, est-ce qu'on ne craint pas qu'il y ait une contamination plus élargie aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que ce n'est même pas un plan? Avant de retoucher justement la question de l'aide dont la main est tendue venant des Français. C'est une attitude, une fois de plus, d'irresponsabilité. Vous savez que la France a entamé le déconfinement, mais il se fait de façon progressive. Les maternelles, les primaires, et ensuite les secondaires et universitaires. La France est très prudente, justement, en raison de ce que la chaîne de contamination n'est pas encore brisée. Et donc, il ne faut pas aller vers un déconfinement général qui pourrait être catastrophique à la fin. La reprise, effectivement, des vols commerciaux d'Air France au Cameroun, c'est incompréhensible dans ce contexte-ci. On se souvient que ce sont des vols qui ont précédé l'instauration des mesures barrières édictées en mi-mars, par le gouvernement, qui ont augmenté le nombre de contaminations chez nous. On a bien compris qu'il y avait des proches qui étaient dans ces avions et qui souhaitaient... On parle bien du récent vol de Air France du 17 mars dernier. Voilà. Oui. Donc, pas seulement Air France, il y a également... SM Bruxelles. Bruxelles qui est arrivé dans à la même période quasiment. Donc, ces vols vont reprendre. J'ai suivi un reportage où on dit qu'il y a des contrôles qui seront menés, mais de toutes les façons, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas les Camerounais qui, aujourd'hui, sont de retour dans les bars, qui sont dans les marchés sans moyens de protection, qui sont désarmés face à raison des conditions de vie qui n'ont pas changé en raison du Covid-19. Les gens n'ont pas d'argent pour se procurer le masque, même si on peut évidemment leur reprocher également que parfois ils ont de l'argent pour boire de la bière. Mais le gouvernement devrait, dans un contexte comme celui-ci, trouver tous les moyens, faciliter les moyens d'accès à la protection, la réouverture des frontières. Et pour l'instant, ce n'est qu'Air France qui est autorisé. Ça nous rappelle la relation paternaliste que nous entretenons avec la France. Il y a certainement des intérêts plus ou moins flous dans cette mesure. On n'a peut-être pas envie de dire qu'il y a eu quelques manquements aussi dans cette relation. Vous savez, Jules Ferry, qui est un ancien homme d'État français, disait que la France n'a pas d'amis, la France n'a que d'intérêts. Et dans ces intérêts aujourd'hui, on a un peuple français qui tend la main demandant aux ONG africaines de bien vouloir aider les peuples français qui sont en train de mourir à la suite du Covid-19. Charles Amel Bachou, on va dire, est-ce que la courbe est inversée? Est-ce que le Covid-19 a montré la faiblesse de l'Occident aujourd'hui et prouvé que tout est parti de l'Afrique et l'Afrique en ressort gagnante? Monsieur Michel Ngachou, c'est que l'organisme qui va faire ce don, c'est des individus qui vont envoyer à la France, parce qu'au niveau de Madagascar, c'est l'État qui a pris en charge la fabrication, qui a pris en charge les observations cliniques de l'artémisia de Covid organique. Ils sont allés jusqu'au bout de la chaîne pour dire nous pouvons, à moins qu'ils tendent la main à Madagascar. Mais si chez nous, ils veulent venir au Cameroun, c'est que Dr Cléda, ils veulent voir Dr Cléda, Dr Tazon, Dr Bingono. Non, il est temps aujourd'hui que l'Afrique se lève et crée. Moi, je milite, et je le dis sur ce plateau depuis, je milite pour la mise sur pied de l'Union africaine de la santé. Qu'ils tendent la main à l'Union africaine de la santé. L'Union africaine de la santé va dire, ok, d'accord, tenu par les chercheurs, on a pensé, on a conçu, parce que déjà même, les stocks que nous avons ne nous suffisent pas. Monseigneur Cléda a rassuré, le docteur Cléda a rassuré que d'ici à lundi, il va en produire, il y aura des stocks disponibles pour les 10 régions du Cameroun. Voilà là où il a d'abord commencé à composer pour les 10 régions. Est-ce qu'on pourra arriver? Je crois qu'il faut qu'il se tourne vers Madagascar. C'est une réponse véritable et c'est une façon de dire aux Africains, désormais vous tenez le bon bout. On a eu pendant longtemps à avoir affaire aux falsificateurs de l'histoire qui ont empêché à nos enfants de connaître l'histoire de leur véritable pays, de connaître les figures emblématiques du Cameroun, de connaître les héros. C'est l'occasion pour vous, chers professeurs d'histoire, de vous pencher sur les données, les véritables données, restituer l'histoire de ce pays aux Camerounais. C'est l'occasion pour vous, docteurs en médecine traditionnelle, de faire connaître votre savoir-faire et l'ensemble de vos savoir-faire. C'est l'heure, c'est le moment de l'Afrique
Saisissez-la tout simplement. En même temps, en espérant que ce message soit bien transmis, Charles Amembatou, on s'en souvient qu'il y a encore aujourd'hui un fonds qui a été alloué au Cameroun venant de la France pour lutter efficacement contre le corona. Alors que même ils ont des problèmes. Alors que même ils ont des problèmes là-bas. Les gens tombent chez eux comme des poulets, mais c'est en Afrique, c'est au Cameroun qu'on vient soutenir. On ne comprend pas exactement cette politique qui nous laisse assez... on cherche le mot. On s'interroge comment pouvez-vous avoir des morts chez vous. Là encore, on parle de 200, je crois 234 morts. Vous changez le débat. Comment pouvez-vous avoir un cadavre chez vous, mais vous offrez le cercueil au voisin qui a un œil? Est-ce que ça s'explique? C'est bien dommage. Commencez à acheter le cercueil d'abord pour vous, avant d'offrir au voisin. Je voulais terminer en vous disant, monsieur Michel... Mais ça rejoint justement la colère du jour. Oui, je voulais terminer en vous disant, monsieur Michel Ngatsou, que j'ai bien peur que la dette que nos petits-fils, les petits-fils de nos petits-fils vont devoir payer, l'Afrique va davantage s'enfoncer. Parce que nous ne faisons qu'emprunter. Nous ne faisons que prendre de l'argent. On est sous perfusion. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Lorsque vous êtes chef d'État, vous appartenez à des siècles dans lesquels, vraiment, c'est vous qui gérez ces éléments-là. On vous dit, écoutez, ici, il y a une logique à suivre. Vous n'allez jamais tromper, vous n'allez jamais mentir, vous n'allez jamais, aller à l'encontre de X ou de Y. C'est évident que on vous prend maintenant, vous, chef d'État africain, on vous phagocyte dans ces cercles-là. Et pour en sortir, vous n'avez pas moyen. Vous suivez justement la ligne que le gourou vous propose. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Et c'est comme ça que les peuples africains en souffrent aujourd'hui. Il faut donc peut-être que les Africains se réveillent véritablement, qu'il y ait l'éveil de conscience africaine, comme on l'a fait, bien sûr, souvenez-vous, au Ghana, où à un moment donné, ils ont dit « Nous ne voulons pas tel type de personnes de tel siècle dans notre gouvernement. » Donc, c'est évident. Pourquoi vous vous plaignez, Charles Amembatou? C'est assez compliqué. Je me plains parce que l'Afrique est forte. Nous avons le rituel de l'Eboka, nous avons le rituel du Mbiti, nous avons le rituel du Mvamba, nous avons le rituel du... On a tellement de rituels. Vous savez, je dis toujours aux gens que la plus grosse fierté, c'est d'appartenir à une société secrète de chez soi. Le pouvoir que vous avez. Déjà, le premier pouvoir de l'homme est donné par sa maman à la naissance. Le premier pouvoir de l'enfant mâle est donné par sa mère. Donc, le ventre, quand on dit que tu n'as rien dans le ventre, quand on tape le ventre, tu n'as rien dans le ventre. Méfiez-vous, c'est des choses. Les Africains, on les a d'abord coupés de leurs racines. Vous avez l'ensemble de ceux qui nous gouvernent. Vous posez la question. AGT à l'INA de Paris, AGT à Polytech Paris, AG sort de 5-6 de Paris. On manque quoi? Pourquoi est-ce qu'on doit commencer? On doit se retrouver à conserver des appellations. Baccalauréat signifie quoi? On pouvait appeler baccalauréat le Ntumnam camerounais. On pouvait lui donner le nom de Ntumnam. On pouvait donner des appellations purement avec un registre purement africain. Mais il faudrait, il a dit tout à l'heure, décoloniser. Il faut qu'on soit décolonisé mentalement, qu'on commence à s'intéresser à nos choses. La preuve, la pharmacopée est là. Si aujourd'hui, avec le Covid, on a pu foncer dans la Thémicia, je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de pans que des Africains pourraient intégrer et nous permettre d'évoluer. Dominique Audrey, votre point de vue quand même, parce que... on ne vous oublie pas d'être avec nous de toutes les façons. Alors, votre point de vue sur cette question concernant cette approche, cette demande française à l'Afrique, en demandant aux ONG africaines de leur venir aussi en aide là-bas pour trouver des solutions par rapport à ces morts qu'on connaît aujourd'hui en France, c'est quand même bien pensé, on va dire. Écoutez, ces Français en sont arrivés au point où nous en sommes. Nous sommes au point où on a dit que si c'est le prêtre qui va nous sauver, nous on va. Et ils en sont arrivés à la conclusion que si ce sont les Noirs, les Africains qui peuvent nous sauver, nous on va leur demander. Ils sont simplement désespérés. Et maintenant, moi, la crainte c'est si on exporte nos produits là-bas, quelle est la réelle utilisation qu'on en fera? Oui, mais vous exportez, on prend le produit, on passe dans tous les cadres de contrôle, on va renvoyer Est-ce que ce sera simplement le contrôle? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ce contrôle-là? Mais vous voulez quoi? Si vous avez un produit, si les Français veulent acheter ce produit chez vous, en Madagascar, ils vont retourner avec ça, ils vont le mettre dans leur laboratoire, puisqu'ils ont un laboratoire sophistiqué, ils vont trouver des solutions à ça. Pour pouvoir trouver quelle est la composition et revenir avec des médicaments, comme on a dit précédemment. Voilà.
ce sont des vies qu'on doit sauver. Donc, dès qu'on a fini de nous sauver d'abord, nous, Africains, on pourra les sauver ensuite. Nous d'abord. D'accord. Tu n'es pas égoïste, ça? Non. Non, il faut ne sauver. me demandez pas d'aller sauver l'enfant de quelqu'un d'autre alors que mon enfant est mourant. Comment il y a des morts chez toi, tu donnes le cercueil à côté, c'est ça? Non, je ne pourrais pas. Tout à l'heure, il parlait d'acheter un cercueil. Allez, on va certainement terminer avec ce sujet qui nous parle. Vous êtes tous au courant de l'attitude. Hein, Dominique Audrey est entré avec en début d'émission de... Ah, vous voulez bien réagir, je vous en prie. À quoi, non? Oui, mais j'ai le sentiment que vous voulez réagir au dernier sujet concernant... Non. Merci beaucoup. Non. Mais maintenant, je vous relance rapidement. Hein. Vous êtes quand même au courant de cette situation qui prévaut aujourd'hui dans le Mbé. Nous sommes dans Vina Nord. Là, c'est en Ngaoundéré. Ce cadre le président de section de Logi RDPC qui tend la main à Pende Koka, lui demandant les kits. Hein? C'est assez fort, c'est osé pour ce jeune-là. Vraiment, il a osé. Il a osé. Il a mis en branle tout le système, je ne sais pas comment on dit ça, le système organisationnel du parti et même le système philosophique du parti. Parce que dans ce parti politique, seul ce que la hiérarchie dit est bon. Donc finalement, il s'est fourvoyé et voilà ce qui s'est passé. Parce qu'il est victime aujourd'hui de beaucoup de menaces et le préfet de cette localité dit même qu'il sera sanctionné parce qu'on le considère désormais comme un militant insoumis. Et pourtant, je vous assure que pour arriver à l'OJ RDPC en tant que président, vous allez traverser tellement d'étapes, vous allez vous trimer parce que généralement, c'est des fils des personnalités, des grands cadres qui sont dans le RDPC même, qui parviennent parfois à devenir président dans les sous-sections au JRDPC, ou encore que vous allez devoir faire votre travail de terrain, de fond, pour être finalement reconnu. Et je vous assure qu'aujourd'hui, même au sein de son parti, c'est-à-dire au sein de sa base militante, des jeunes même, il est vomi par ces personnes-là, justement parce qu'il a osé demander à Survie Cameroun de l'aide pour accompagner l'aide du chef de l'État dans sa localité et dire qu'il a bien précisé que c'était pour notamment les conducteurs de moto-taxi, les vendeurs de soya et autres commerçants ambulants. C'était nécessaire parce que vous savez qu'aujourd'hui, les personnes qui ont du mal vraiment à rester longtemps avec le masque, c'est justement les conducteurs de moto-taxi qui n'ont forcément pas le temps de les laver ou de les changer. Donc, ils en ont vraiment besoin. Mais maintenant, il sera obligé de laisser passer l'initiative et attendre sa sanction posément. Mais il n'a pas de couilles, va-t-on dire? Quel genre de couilles vous voulez qu'il ait? Parce que les menaces sont allées très loin. Elles sont fortes. Il suffit seulement qu'on vous fasse ce genre de menaces pour que même le dégoût pour la politique, vous n'avez plus. Et il soutient même que dans cette initiative-là, il a voulu mettre de côté le clivage politique et le clivage sociologique pour venir d'abord en aide aux populations. Et le reste, on voit après. Il y a également, Donna Brice, l'affaire Asana Tiroma, qui est, je pense bien, le secrétaire général du FNNC, je pense bien. FSNC, et qui, lui, pensait également en semaine qu'il faut donner l'occasion à Maurice Kamto de distribuer ce matériel. Pour lui qui a fait la proposition, parce qu'on a besoin de tous les fils et filles du Cameroun pour pouvoir porter cette voix. Alors, lorsque Maïgari Christophe le fait aujourd'hui et devient un élément gênant, est-ce qu'on ne peut pas croire que véritablement le système dans lequel on est non seulement autoritaire, mais cruel même pour les populations, pour son peuple, pour ses élus? Toute proportion gardée, on vient de franchir là un nouveau cap dans le regard que l'ordre gouvernant a pour le citoyen, a pour l'être humain. Un regard de mépris, un regard de condescendance, un manque de considération. Voyez-vous, la région du centre a reçu il y a pas longtemps 14 000 seaux. Aujourd'hui, le centre a environ 4 millions d'habitants, un peu plus. Ça signifie que la majorité de citoyens n'auront pas accès à ce dont mettez la guillemets présidentielle, cette dotation du chef de l'État, dit-on. D'ailleurs, lui a précisé que ce qu'on a donné était insignifiant. Voilà. Et voilà, il ne comprenait pas. Donc, la dame la circonscription du RDPC dont il est question, Vina Nord, dans le département de la Vina, a certainement reçu
une portion très, très congrue de ce package présidentiel et qui n'a pas forcément été accessible pour un bon nombre de citoyens. Ce militant citoyen du RDPC a pensé qu'il fallait transcender les appartenances politiques pour venir en aide aux populations. Évidemment que cela, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Cette levée de bouclier dont il fait l'objet dans sa circonscription politique, dans la circonscription administrative, c'est un peu dans l'ordre des choses chez nous. Là-dessus, la plus surprenante ne vous plaignez pas, acceptez ce qu'on vous donne comme ça, dites-vous que c'est bien, c'est la logique, c'est comme ça qu'il faut vivre. Là-dessus, la plus surprenante est celle du préfet de l'Anvina qui parle. J'ai parcouru sa correspondance, démenti, je ne sais pas trop ce qu'il dément. Une lettre a été signée, cette lettre est bel et bien authentifiée, elle émane d'un militant du RDPC. C'est le ton avec lequel il parle. En parcourant la correspondance, vous avez le sentiment que c'est un militant convaincu du RDPC qui parle. Et c'est ça qui est surprenant. C'est ça qui renforce évidemment l'idée qu'il n'y a pas de différence entre l'administration et le parti au pouvoir. Donc, nous sommes dans une situation de crise grave et les populations ont besoin d'avoir des outils de protection. Ça coûte évidemment de l'argent. Et ce paquet présidentiel n'a pas pu bénéficier à tout le monde. Et les initiatives parallèles, évidemment qu'on peut faire un ou deux reproches à la structuration de Suivi Cameroun, mais dans le fond, l'objectif, c'est de porter assistance aux populations. Dans un contexte de crise, à la fois humanitaire et politique, comme celui que nous traversons au Cameroun, le consensus est important. Les détails politiciens, comme ceux auxquels nous assistons là, ne sont pas importants. C'est la vie des populations qui compte. Merci. Charles Membatou, vraiment, en une minute, parce que l'émission est terminée, il faut sauver ces Camerounais. Oui, il faut sauver ce fils quand même. Il faut véritablement sauver ces Camerounais. On n'a pas besoin de s'apaisantir sur la ville. Il y a Monatel dans la Léquier qui a demandé, il faudrait que la Léquier puisse partager aisément, paisiblement. On a toujours vu le préfet sortir. On a vu le préfet sortir et dire, messieurs, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous êtes en train de donner. Repartez avec vos dons. On a eu, n'est-ce pas, Célestin Bédigui qui s'est plaint de ceux-ci qui recevaient des menaces, il recevait une agression verbale au niveau de différents, soit les adversaires, les conseillers municipaux et tout. Voilà la même action qui se répète de ce côté de l'Anvina avec quelqu'un qui a eu toute la bonne volonté, mais hélas, on lui dit, ils peuvent mourir, ils peuvent crever, cela ne nous dit absolument rien. Ce que le chef de l'État a donné, fut-il 2 seaux, ça suffit. Même s'ils sont 200 à utiliser, ça suffit, on s'en fout, on ne prend pas quelque chose qui viendra d'ailleurs. Et encore que ce don même est un poison, parce que l'ensemble des dons qui ont été faits, que ce soit le gel hydroalcoolique, c'est d'origine française. La marque est d'origine française. Allez lire, je ne peux pas donner le nom ici. Le don du chef de l'État? Oui, le gel hydroalcoolique est d'origine française. Nous avons au démarrage de cette pandémie des entreprises camerounaises qui se sont proposées et ont donné même des prix modiques. On a Polytech qui s'est mis également. Modiques. Mais on a préféré prendre et les seaux et les touches les Français. Le seau maçon. C'est bien dommage. Dominique Audrey, merci. Il faut vraiment savoir que ça fait davantage mal parce que ça vient de la Damawa. Oui. Et vous savez que les régions du Grand Nord sont des régions stratégiques au plan de la conquête du pouvoir. Il n'est pas bon aux yeux de l'ordre gouvernant qu'il y ait un son de cloche discordant. Très bien. Allez, on va se quitter. On va également souhaiter bon week-end à Dominique Audrey Yengelek. Dominique Audrey, on vous souhaite un bon week-end. Oui, merci. Vous le passerez où? À Douala. Confiné? À Douala. Toujours. Donc, je dirais pas moi, quoi. Pas encore. Je dirais aux Camerounais que la différence entre un homme courageux et un lâche, c'est que le lâche s'aime. Il préfère son corps, il préfère sa vie. Alors qu'un homme courageux, comme cet homme-là, rare au sein du RDPC, c'est d'aimer d'abord les autres, ces mototaximans et ces vendeurs de soya. Merci. Donc soyez courageux. Allez, bon week-end à vous, Charles Membatou. Et passez un bon week-end. Je serai dans mes Écosses traditionnellement. Je n'ai pas quitté les Écosses. Merci beaucoup. Merci infiniment, Donabris Kamga. Très bonne journée et surtout bon week-end, Karine Sontia. Je vous souhaite également un très bon week-end. Mesdames, Messieurs, bon week-end à vous. Retrouvons-nous lundi, s'il plaît à Dieu, avec le même plaisir et surtout le même sourire. Au revoir.